Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ma voix, j'ai un petit rhume qui me fait parler du nez et il y aura sûrement de la toux et des reniflements, mais bon, cette saison. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit jeu de rôle solo que j'ai ramené de Octogone. Quand les murs me parlent. C'est une œuvre de Andrew Boyd. Ça a été édité par les Fondations de l'Imaginaire. Donc ça a été imprimé en France. Il coûte une dizaine d'euros, comme la plupart des petits livres de cette gamme. Et il fait une trentaine de pages. On est sur 33, 34 pages. Alors, l'avantage de celui-ci, par rapport à d'autres livres de la gamme, c'est qu'il est vraiment facile à prendre en main. On peut y jouer sans le moindre problème, même si on n'a jamais fait de jeu de rôle de toute sa vie. Par contre, évidemment, les thématiques restent assez matures puisqu'il s'agit d'un jeu d'horreur et il est même déconseillé aux moins de 16 ans. Là, on est plutôt sur un livre-jeu qui accompagne la narration. Il n'y a pas de règles, ni de mécanique de combat, ni de compétences de personnages. Il s'agit plutôt d'une suite d'indices à dévoiler et à mettre en lien pour imaginer la résolution d'une enquête terrifiante. Je suppose également que le titre, Quand les murs me parlent, est certainement inspiré de la nouvelle de Lovecraft, Les rats dans les murs. Si vous souhaitez la lire, elle n'est pas très longue et je pense qu'elle vous mettra bien dans l'ambiance avant de débuter ce type de jeu de rôle. Je me permets de vous faire la lecture du 4e de couverture. On dit parfois que les murs ont des oreilles. Mais vous savez qu'ils ont aussi des yeux et une voix. Aux heures tardives, dans l'obscurité absolue, les murs se réveillent et vous chuchotent leurs secrets. Ils dévoilent via des cris, des gémissements et des imitations les horreurs qu'ils renferment. Vous êtes un détective privé, doté d'un talent unique de percer leurs mystères et de reconstituer ce que le mur, le sol, le plafond et les fissures veulent vous dire et vous montrer. Prenez des notes, plongez dans l'horreur de leurs révélations et tirez vos conclusions dans un grand final dramatique. Alors en ce qui concerne la mise en place, on a besoin d'un paquet de 50 cartes classiques. Alors moi ce sera des cartes Guinness. Elles ne sont pas très thématiques, désolé. Il faut également 2d6, que voilà. Alors ça va être pour lancer des jets sur la table 66. Moi ce que je peux recommander c'est d'en avoir un qui est plutôt classique avec des points, que vous pouvez choisir pour les dizaines, et un d'une autre couleur avec des chiffres pour les unités. Comme ça, vous les différenciez bien. Alors, il y a toute une petite manipulation pas très compliquée à faire pour préparer le paquet de cartes. Il va falloir constituer un paquet du néant dans lequel il n'y aura que les piques ainsi que les jokers. Il est recommandé d'avoir 2 jokers. Une fois que vous avez extrait les piques et les jokers, vous prenez les cartes qui restent et ce sera le paquet des secrets. Ensuite, vous allez devoir constituer le paquet des murmures. C'est celui-là. Dedans, il y aura 3 cartes du néant et 6 cartes du paquet des secrets. Et on ne jouera plus qu'avec celui-là qui fait donc, d'après mes savants calculs, 9 cartes. Face cachée, je ne sais pas ce qu'elles contiennent. Pour la scène d'ouverture, il faudra tirer la première carte, la retourner et se reporter sur le lieu, qui doit être dans la table des lieux. À ce moment, il faudra donner un nom au lieu, et puis répondre aux accroches, et enfin, se défausser de la carte. En fait, chaque tour de jeu va
se constituer ainsi. Piocher une carte, consulter la table qui correspond, répondre aux accroches, résoudre les tâches, écrire dans le journal. Et puis, si on tombe sur des jokers, eh bien il faudra les résoudre dans l'ordre où ils sont tirés. On fait ça 8 fois. Et quand on arrive à la dernière carte du paquet, il faudra résoudre l'accroche qui correspond. Et ensuite, il faudra se rendre sur la table de fin pour savoir à quel genre de finale grandiose on va être mangé. Là, je suis en véritable improvisation avec vous. C'est un petit peu stressant parce que j'ai l'habitude de beaucoup préparer mes parties de jeux de rôle. Mais je vais essayer. Et de fait, il faudra être indulgent lorsque je bafouille, je cafouille ou je prends du temps pour réfléchir. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord pour partir dans cette aventure horrifique avec moi, je lance la petite musique et on y va, c'est parti. Les lieux. Ils sont écrasés par le poids des secrets, faisant employer leurs poutres et leurs fondations sous leur sinistre fardeau. Ils n'aspirent qu'à se confier à quelqu'un pour pouvoir enfin se reposer. Et je dévoile mon lieu qui sera le 5 de pique. Donc je constate que là, la couleur de la carte, la forme du pic, n'a pas d'importance, puisque seul le chiffre compte pour le lieu. Et c'est donc un 5. Manoir victorien. Donc je vais noter sur mon cahier. On va quand même mettre le titre, quand les murs me parlent. Donc, manoir victorien. Je vous en fais la description. La maçonnerie extérieure est usée et abîmée par des décennies de pluie battante. À l'intérieur, les lattes, longues et étroites, grincent et gémissent, tandis que la maison semble respirer lourdement. Des sculptures et escaliers finement travaillés mènent à des couloirs sombres. La porte de la cave est verrouillée et ses gonds sont rouillés. Des grains de poussière sont suspendus dans l'air immobile. Décrivez l'état des meubles. Sont-ils propres, poussiéreux, encombrés ? Le dernier repas est encore à moitié préparé dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Je suis donc Sambre, jeune enquêtrice, extrêmement curieuse, qui a décidé de se rendre dans ce manoir victorien abandonné, car de nombreuses légendes courent à son sujet. Lorsque j'arrive au manoir et que j'ouvre la porte, je commence à arpenter et fouler les pas sur le plancher qui grince. Les meubles ont l'air d'être là depuis au moins 2 siècles. Ils sont poussiéreux, mais on sent un certain goût et un luxe d'antan qui sont tombés en désuétude, faute d'entretien. Je continue ma progression, m'aventurant de pièce en pièce, lorsque rapidement, j'atteins la cuisine. Je ne m'attends pas à trouver quoi que ce soit de récent, mais je suis étonnée par les restes d'un repas à demi consommé sur cette longue table de bois de bonne facture. Dans des assiettes de qualité, accompagnées d'une argenterie fine, se trouve
les restants d'un rôti, ainsi que quelques petits légumes et pommes de terre. Repas, somme toute, du dimanche, assez classique, mais qui n'est pas terminé. Me voici donc dans la cuisine de cet étrange manoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais si j'enquête, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose de terrible. Et je vais donc entamer mon premier tour de jeu en piochant une carte. Et je tombe directement sur un joker. Hop, je me défausse du 5. Et je me défausse du joker. Alors, un joker, qu'est-ce que cela signifie ? Les morts, angoissés, désespérés, piétinés, battus, ignorés, accablés, perdus, oubliés. Le premier joker. Le bruit soudain de claquements et de gémissements, étouffé par l'épaisseur des murs. Il se répand dans la pièce, hurlant une litanie misérable, usant des sons que l'on peut à peine résumer par des mots. Une plainte se détache et derrière elle, un trou. Un os en tombe et le silence revient. Que dit cette voix d'outre-tombe ? Décrivez-la. Pouvez-vous voir dans le trou ? Quel est l'os qu'elle a révélé ? Qu'est-ce qu'il a d'étrange ? Alors que je m'approche du restant des repas sur la table, une voix à peine humaine et déchirante s'étend dans la cuisine et un morceau de plainte se détache au sol, juste derrière mon pied. Je me retourne et face à moi, un tout petit os. Ce pourrait être un os humain, un os animal. Je ne saurais pas le dire, mais j'ai la nette intuition qu'il s'agit d'un petit os humain. Peut-être un os d'enfant. J'hésite à le ramasser. Je le pousse du pied et j'entends la voix déformée comme venue d'une autre dimension qui me dit « Ils l'ont tué. C'est eux qui l'ont tué. Il est mort. » Et plus rien. Je ne comprends pas trop ce que cela signifie, mais je sens que j'ai pour mission de retrouver et de comprendre qui a été tué et par qui et pourquoi. Je vais prendre un temps pour faire mes notes. Est-ce un os d'enfant ? Je continue mon enquête. 9 de pique. Alors, si vous vous souvenez bien de mes explications au début, les piques et les jokers étaient à part dans un paquet qui s'appelle le paquet du néant, et on n'en a mis que 3. Le sol s'ouvre subitement et largement sous vos pieds. L'air s'engouffre autour de votre corps et votre estomac se révulse lors de cette chute libre. En dessous de vous, le sol vous attend, se rapprochant rapidement. Vous remarquez que le terrain est façonné de telle manière qu'il épelle un mot ou dessine une image. Décrivez ce que vous voyez. Très bien. Alors que, pas très rassurée par cette voix d'outre-tombe et m'interrogeant sur la nature de cet os, je commence à avoir l'esprit embrouillé et je sens sous mes pieds le sol de vieux carrelage lugubre de la cuisine se dérober. Et je chute. Je tombe.
Ça ne s'arrête jamais. C'est comme lorsque on a l'impression de rater une marche dans un rêve, sauf que ça ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce que je vois sur ce sol ? Alors déjà, ce sol, je ne le reconnais pas. Mais une chose est certaine, nous sommes à l'extérieur, dans un pré, et il y fait beau. Je comprends alors que c'est une vision, que ce n'est pas la réalité. Il y fait beau, et l'ambiance serait presque agréable. Seulement, je crois deviner, écrit en bout de bois et en cailloux, maladroitement, comme un message secret, laissé sur une île, un mot, et plus qu'un mot, c'est même un verbe. C'est le verbe manger. Et juste à côté, en tout petit, un autre mot, ogre. Oui, car j'ai bien l'impression que j'arrive sur une histoire, terrible histoire de cannibalisme. La vision de ce pré, avec les mots écrits maladroitement, en branches, en cailloux et en feuilles, s'estompe. Je ne touche jamais vraiment le sol, mais lorsque je reviens à moi, je suis allongée par terre, sur le carrelage poussiéreux, graisseux et dégoûtant de cette cuisine. J'ouvre les yeux. Je me sens écœurée par cet endroit. J'ai très envie de partir, mais il faut que j'aide et que je comprenne qui est mort et pourquoi. Je tire une nouvelle carte et je tombe sur la dame de carreau. Ok, donc ça, c'est ma première figure. Je ne sais pas si les figures font des choses particulières. En tout cas, les carreaux, ça concerne le sol. Piétinés et usés, les sols ne voient pas, mais ressentent les abus à chaque instant. Ils recueillent et conservent le sang et les larmes de plusieurs générations. Ça tombe bien, puisque je suis à terre. J'ai donc une certaine connivence avec ce sol. Le sol pleure, littéralement. Des gouttes d'eau s'accumulent, perlent et tombent vers le plafond. Vous pouvez sentir leur salinité, comme des larmes. Le sol rougit, comme vos propres yeux, lors des sanglots douloureux et déchirants. Vous tapotez le sol pour le réconforter. Vous y allongez et fixez les larmes vers le haut. Elles scintillent dans une scène surréaliste. Décrivez ce moment du passé qui a causé tant de chagrin que le sol verse des larmes de tristesse. Eh bien oui, alors que je suis déjà allongée sur le sol, je me rends compte que mes propres larmes commencent à couler sur mon visage. Mais pas seulement. Des larmes, ou plutôt une humidité étonnante, semble sortir de ce carrelage, comme si, d'un coup, la tristesse qui émanait de cet endroit venait, en moi, faire un écho. Sans pouvoir expliquer pourquoi, je sens qu'un petit garçon était ici, il y a longtemps. Il était extrêmement triste et il était victime d'une grande injustice. Les moments du repas, particulièrement pour lui, étaient des moments douloureux. Il a beaucoup pleuré dans cette pièce,
où on le forçait à manger, où on le privait de nourriture, où parfois il était malmené pour finir son assiette, ou encore d'autres fois où il criait famine. Et je n'en sais pas plus. Donc je fais une petite pause pour la vidéo et je reviens juste après.